Ok, alors c'est parti. Ici, on quitte la Terre. Ça fait quelques fois que je vous en parle, c'est que je dis, on va voir après des séries de processus hors de la Terre. Parce que c'est ça qui est beau dans la géologie, dans les processus qu'on a vus ensemble, c'est que en fait, on peut les exporter sur des planètes telluriques. Les planètes qui sont rocheuses, et bien en fait, une série de choses qu'on a vues ici, dans les cours précédents, ben, on peut les appliquer à d'autres planètes. Et c'est pour ça que la géologie, c'est une science qui est vraiment fantastique, parce que c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il y a pas mal de géologues qui sont des experts pour les missions de la NASA et pour les missions de l'Agence spatiale européenne. Pourquoi? Parce qu'en fait, dès qu'on reçoit des données de d'autres planètes, eh bien souvent les gens qui sont le plus à l'aise, qui ont le plus facile à les interpréter, sont les géologues. Parce que comme vous voyez ici, qu'est-ce que vous voyez? Ben, vous voyez des dunes, un dépôt éolien de particules qui ont probablement quelque chose entre la granulométrie des sables et des siltes. Et ça, vous pouvez faire ce genre d'interprétation vous-même aussi, même en premier bac, il y a moyen en fait d'interpréter certaines des structures qu'on voit sur Mars, même sur Titan, euh, avec des principes vraiment géologiques de base. Et donc ça c'est chouette parce que la géologie s'exporte assez bien. Donc, si j'arrive, voilà. Le plan du cours pour aujourd'hui, c'est un petit cours, hein. Ici, en fait, il n'y en a que 52 slides. Donc, on va voir d'abord des choses assez générales sur le système solaire, et puis après, essayer de voir comment on arrive à exporter les processus géologiques qu'on a vus à d'autres planètes. Donc ça, c'est pour démarrer, j'aime bien, parce que c'est quelque chose qui est assez surprenant, parce qu'on ne sait pas ça quand on vient de... Enfin moi, en tout cas, quand je sortais de secondaire, j'avais aucune idée de ce genre de choses. D'où viennent les éléments, on va pas dire les plus lourds, en tout cas les moins lourds qu'on a dans le tableau de Mendeleev ici. Et vous avez un code couleur qui va vous indiquer ben, quelle est l'origine de ces éléments-là. Donc vous voyez, ben, l'hydrogène et l'hélium, c'est la fusion lors du Big Bang. Vous voyez que tous les éléments légers qui vont suivre, hein, qui sont colorés en vert, vert turquoise, on va dire ça comme ça, ce sont des explosions d'étoiles massives. Puis après, vous commencez à avoir aussi des choses qui sont colorées en bleu clair, qui sont en fait les explosions de naines blanches, hein, qui a un stade particulier dans une étoile. Puis là, vous voyez des choses encore plus, pour produire des éléments encore plus lourds. On va aussi utiliser des choses comme, enfin, pas devoir utiliser, mais on va devoir invoquer des phénomènes particuliers comme deux étoiles de neutrons qui vont fusionner, qui vont ne faire qu'un finalement, ou alors des étoiles de faible masse qui vont aussi mourir, vont produire ce genre de choses. Donc je trouve ça tout à fait extraordinaire parce que des choses qui nous paraissent vraiment très, très communes, hein, comme du carbone, de l'oxygène, du fer, du sodium, mais en fait l'origine vraiment cosmique de ces éléments-là, ce sont des phénomènes extraordinaires et qui en fait ont lieu, sont des choses qui se passent dans le cycle plus ou moins naturel, enfin pas naturel, mais on va dire habituel des étoiles. Parce que tout ça, c'est naturel évidemment. Donc si je resserre maintenant, je reviens vers notre système solaire, ben, vous avez aussi ici les différentes planètes qui vont le composer. Avec bah, quelques informations, hein. Encore une fois, je ne vous demande pas de savoir ça par cœur. C'est vraiment pour, notamment grâce à la géologie, ben, vous replacer au sein du monde naturel, mais aussi de la Terre, mais aussi de la nature extraterrestre. Donc, quelles sont les masses, les densités des différentes planètes, etc. Alors, une première différence, probablement vous le savez déjà, hein, la différence entre une étoile et une planète, eh bien, c'est une question de masse, hein. C'est vraiment des processus physico-chimiques qui vont ou pas se lancer en fonction de la masse de l'objet dont on parle. Donc une planète, c'est un matériel solide ou gazeux et ou gazeux, hein. Donc on a des planètes qui sont rocheuses, des planètes qui sont gazeuses, mais on a aussi, comme sur Terre, des planètes qui sont rocheuses et qui ont une enveloppe de fluide et de gaz tout autour. Et les planètes orbitent autour d'une étoile euh, moyennement massive.
C'est bien, je corrige comme ça en live, c'est l'idéal. Une étoile, c'est une planète, mais qui est suffisamment massive que pour déclencher un phénomène bien particulier qui s'appelle la nucléosynthèse. Hein, en fait, ça, c'est la fusion thermonucléaire qui va pouvoir démarrer vers plus ou moins 14 millions de degrés Kelvin. Et une fois qu'on a ça, eh bien, en fait, vous allez avoir une production encore de chaleur et de création d'isotopes, d'éléments de plus en plus lourds jusqu'à produire du fer. Mais comment est-ce qu'on forme d'abord ça? Comment est-ce qu'on arrive à avoir des planètes qui peuvent être finalement suffisamment massives que pour aussi devenir des étoiles? Eh bien, ça se forme par le processus qu'on a déjà entendu, ce mot-là, c'est l'accrétion. C'est de l'agglomération ici, dans le cas des planètes, c'est de l'agglomération de matériel au sein d'un nuage de poussière et de gaz. Donc si vous voulez, vous avez un nuage avec plein de poussière et plein de gaz, et alors vous avez certains éléments qui sont agglutinés, donc ils ont une certaine masse, et ils vont pouvoir, attirés par gravité ou par leur mouvement aussi, collecter une série de matériel. Et plus ça devient grand, plus on a de la gravité qui est associée à ça, donc il va pouvoir attirer des éléments vers lui et ainsi grandir. Donc ça peut être un phénomène assez chaotique, mais après un certain moment, vous allez avoir en fait plusieurs masses qui vont collecter le matériel autour d'elle. Tout ça va en fait commencer à augmenter sa chaleur progressivement parce que le matériel est chaud de base, mais aussi parce qu'il y a le matériel qui est collecté est en partie radioactif. Donc la radioactivité, donc ce rayonnement produit va chauffer le matériel et donc chauffer la planète en formation. Donc on voit ici, la première partie ici de cette figure illustre l'accrétion, donc vraiment l'agglomération de matériel progressivement. Et donc en général, quand vous avez une sorte comme ça de nuage de poussière et de gaz, on fait souvent l'hypothèse que les éléments, les isotopes sont répartis de façon homogène dans ce nuage. Et donc on va accrétionner, on va agglomérer et former quelque chose qui est de plus en plus grand, mais qui est homogène. On peut aussi gagner du matériel par du bombardement, parce que vous avez donc des masses qui deviennent de plus en plus grandes, des planètes en formation. Il y en a d'autres qui sont en train de se former aussi, qui peut-être en fait vont s'entrechoquer et donc aussi grandir de la sorte. Donc ça va vous former des corps qui sont non différenciés, qui sont homogènes, donc de la surface jusqu'au cœur, la composition est la même. Mais rappelez-vous, on a vu aussi que la Terre, elle est différenciée, c'est-à-dire qu'elle a en fait différentes couches qui sont de composition chimique différentes. C'est ce qu'on avait vu avec la formation du noyau. Et pour ça, il faut ce stade on appelle ça la différenciation planétaire, qui va donc former un noyau. Et cette formation du noyau va expulser à l'extérieur ce qu'on appelle un manteau. Et sur Terre, ce qui se passe aussi, c'est que ce manteau lui-même va aussi, surtout la partie la plus externe en tout cas, mais une partie aussi, parfois des morceaux à l'intérieur, vont s'appauvrir en certains éléments parce qu'ils vont subir la fusion partielle pour créer de la croûte. On avait vu aussi que cette différenciation, elle ne peut se produire que, en fait, elle ne peut démarrer, ne se produire que si la planète est suffisamment massive et suffisamment chaude, en fait. Il faut qu'elle ait chauffé suffisamment pour qu'elle fonde. Rappelez-vous que cette migration possible du fer, du nickel oxydé vers le centre qui va expulser le manteau, ce n'est possible que quand tout ça est liquéfié, a fondu. Donc il faut que ce soit du matériel chaud de base, ça c'était le cas. Il faut qu'il soit chauffé par radioactivité et chauffé par le bombardement qui va s'en suivre. Tout ça, dans certains cas, si c'est assez massif, va permettre à la planète de se différencier. Donc si on met ici une sorte de ligne du temps, vous avez la formation de l'univers, ici il est mis 13 à 15 milliards d'années, l'échelle est totalement coupée, ici on arrive à 4,5, là on a la formation du système solaire ici. Là vous avez ici un zoom sur cette partie ici. 4,75 jusqu'à 4,4, on a cette phase ici de formation du système solaire.
avec de la nucléosynthèse donc, qui nous amène des éléments supplémentaires. Alors c'est un nuage de poussière et de cendres qui va commencer à condenser, à former différents éléments, et la Terre commence à se former ici. Et on va voir en fait que la formation de la Terre va être très très largement perturbée par un autre phénomène qui est concomitant, qui est la formation de la Lune. Mais d'abord, je vais vous donner quelques mots de plus sur cette formation d'une étoile par la fusion thermonucléaire, comment ça se passe. Donc je vous l'avais dit, chaleur interne peut, si on atteint un certain seuil, va pouvoir initier la fusion nucléaire, ce qui va en fait produire beaucoup de chaleur et donc auto-alimenter le phénomène. C'est pour ça qu'une fois qu'une planète a commencé, elle ne s'arrête qu'à un stade où elle n'arrive plus rien à produire, c'est une grosse masse de métal, et alors là il va se passer d'autres choses. Donc on forme progressivement des éléments jusqu'à former du fer dans le noyau par cette fusion nucléaire. Et à partir d'un certain stade, à partir du moment où on a une certaine quantité de fer qui a été produit, tout ça devient instable. Ça devient une masse tellement immense de métal, de fer, que ça va exploser en une supernova. Donc c'est pour ça que toutes les étoiles, les soleils, ont une durée de vie qui est très très grande. Ce sont des milliards d'années. Mais ça a une durée de vie, c'est-à-dire que ce phénomène ne peut continuer que jusqu'à un certain point. À partir du moment où ça devient instable, alors vous avez l'explosion d'une supernova qui donne ce genre de choses. D'ailleurs très très beau. Donc ça aussi vous vous en doutez bien, c'est que des objets, des planètes de différentes tailles, différentes orbites peuvent entrer en collision. C'est comme ça qu'on forme les astéroïdes, c'est que sont en fait les astéroïdes sont des fragments d'anciennes planètes, d'anciens objets qui se sont en fait impactés et donc brisés en morceaux. Et ces morceaux, c'est ça, les astéroïdes. Et donc on avait aussi parlé de ça une ou deux fois dans le cours précédemment, c'est que ces planètes, ces objets qui vont pouvoir s'entrechoquer et donc produire les astéroïdes, ben, ce sont des éléments, des objets, des planètes qui sont ou non différenciés. Et donc, si c'est non différencié, on aura des éléments d'astéroïdes qui sont vraiment, qui vont reprendre la composition initiale, homogène, on va dire, de l'endroit où ils se sont formés. Par contre, s'il y a une différenciation, là, on aura en fait des morceaux qui sont différents. Si c'est un morceau du manteau de cette planète-là, si c'est un morceau d'une maillot de cette planète-là, ils auront forcément une composition très distincte. Et ça, c'est la différence qu'on fait entre ce qu'on appelle des chondrites et des achondrites. Ce sont des noms, des qualificatifs qu'on va donner à des météorites. Donc les chondrites, ça provient de planètes qui sont non différenciées. Donc si c'était... si ça a une planète non différenciée, pardon, ça veut dire que la composition de la chondrite, eh bien, ça me donne la composition primitive du système solaire à cet endroit-là où elle s'est formée. C'est très intéressant parce que là, vous avez quelque chose un peu qui est figé. Vous avez cette planète qui s'est formée, elle n'a pas eu de différenciation, donc elle est restée comme ça solide, elle a chauffé, mais elle ne s'est pas modifiée. Sa composition chimique est restée homogène. Elle s'entrechoque avec une autre et se brise en des millions, des milliards de morceaux. Et ces morceaux-là, qui parfois arrivent sur Terre, on arrive à les prendre. Et donc on peut avoir comme ça une bonne idée de la composition du système solaire, la composition primitive du système solaire à cet endroit-là. Donc voilà à quoi ça ressemble ici, une chondrite. Ce qu'on appelle une achondrite, eh bien là, c'est aussi une météorite, un astéroïde qui provient de planètes qui ont été différenciées. Donc on peut avoir des achondrites qui sont rocheuses, ça vient, donc ce sont des silicates, ça vient du manteau, et des achondrites qui sont métalliques. Et là, en fait, c'est un fragment qui vient du noyau de cette planète différenciée qui a explosé en plein de morceaux. Et donc, j'avais vu avec vous au premier cours cette roche tout à fait extraordinaire qu'on appelle une palasite, qui en fait est donc une météorite qui provient exactement de la limite entre le noyau et le manteau. Donc, vous avez tous les éléments là qui sont jaunes, orange, transparents, ça c'est du manteau. Et le reste, vous voyez, c'est totalement métallique, c'est totalement opaque. Ça, c'est un alliage de métal qui fabriquait le noyau de cette planète-là.
Et donc voilà ce qui m'amène progressivement à vous parler de la Lune. C'est que c'est un exemple finalement très proche de nous d'une collision catastrophique dans un stade assez précoce de la formation de notre système solaire. Donc en fait, on sait maintenant comment ça s'est passé. En tout cas, on a une hypothèse qui tient bien la route, on va dire ça comme ça. Pour qu'est-ce qu'on a commencé à investiguer ça? Eh bien, c'est dès le moment où on a récupéré des morceaux de la Lune. Bien sûr, les géologues en ont fait des analyses au niveau des isotopes et ils ont été extrêmement choqués de remarquer que la composition isotopique de la Lune est extrêmement similaire à celle de la Terre. C'est tellement similaire que parfois c'est tout à fait indistinguable. On peut se dire, bon, ça peut être la chance, donc on a quelque chose qui est tout à fait une autre histoire, mais par chance, toutes les compositions isotopiques sont les mêmes, ça c'est extrêmement peu vraisemblable. Si on a des signatures isotopiques qui sont tout à fait les mêmes, c'est que l'hypothèse de base qu'il faut se poser et qu'il faut tester et comprendre, c'est que la Terre et la Lune ont la même origine. Si elles ont des telles similitudes au niveau de la signature isotopique, ça veut dire que c'est en fait quelque chose qui était présent au départ et qui s'est finalement séparé en deux, en tout cas à l'heure actuelle. Et donc en jouant sur ces isotopes, en jouant sur des simulations aussi, on peut simuler des planètes et voir comment elles vont réagir si on fait des impacts, etc. Et bien voilà où on en est maintenant, c'est que la Lune, elle s'est formée par un impact catastrophique. Donc la Terre était en formation. Et donc un papier que je vous ai mis la référence dans le cours, un papier tout récent a fait des nouvelles simulations et montre que la seule façon dont ça a pu fonctionner avec toutes les données qu'on a maintenant sur la Terre et la Lune, c'est que la Terre était toujours au stade d'océan magmatique. Donc elle avait commencé à se différencier. Elle avait chauffé, elle avait commencé à fondre, elle avait sa différenciation qui avait commencé. Et à ce stade, avec un océan de magma à l'extérieur, c'est à ce moment-là qu'elle s'est fait frapper par une planète de la taille de Mars. Donc immense, pas. C'est quand même petit par rapport à la Terre, mais c'est quand même quelque chose de très 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 grand. Avec un impact oblique. Là aussi, on arrive à dire ça parce que si l'impact était dans ce sens-là, on n'aurait pas eu du matériel qui aurait été éjecté, qui aurait pu finalement former la Lune. Donc vous voyez, on a plein d'éléments comme ça qui arrivent à contraindre ce qui s'est passé. Donc cette planète, Theia, a été totalement détruite et a réussi à arracher une partie de la Terre. Et les deux, en fait, ont finalement mélangé. Donc la Terre actuelle, c'est un mélange de la proto-Terre, on appelle ça, et Theia, et la Lune, exactement la même chose. Et ce nuage de débris qui a été éjecté, en fait, ça a accrétionné et a formé la Lune il y a 4 milliards 36 d'années. Donc vous avez ici une illustration, et en fait, si vous cliquez là sur le lien, vous allez avoir la vidéo, donc cette simulation. Donc vous avez ici la prototerre avec Theia qui arrive dessus, et donc vous voyez là, comment la simulation va pouvoir continuer en éjectant du matériel, et tout ça continue à tourner, vous allez commencer à avoir de l'accrétion qui se forme. Parfois on a des petits éléments qui se forment, et puis finalement ces éléments-là sont aspirés par la gravité de la Terre, donc c'est pas ça qui va créer la Lune, c'est un autre qui va pouvoir condenser a posteriori. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est assez chaotique, qui va prendre quelques années évidemment pour se mettre en place. Donc ceci m'amène maintenant à vous parler des processus géologiques qu'on va retrouver sur des planètes, ou même pas sur des planètes, je veux dire ça comme autrement, sur des éléments, des objets extraterrestres. Parce qu'on va démarrer par quelque chose qui n'est pas une planète, qui est un astéroïde, qui est le 67P Churyumov-Gerasimenko, que l'on appelle plus communément Chury. Vous étiez peut-être un peu jeune à l'époque, mais il y a 4-5 ans, on en a beaucoup parlé, parce qu'il y a toute une mission de l'Agence spatiale européenne pour comprendre mieux cet astéroïde. Donc on a vraiment su poser des instruments dessus pour comprendre comment il s'est formé. Vous voyez, il a une forme tout à fait particulière, hein, il n'a pas subit une accrétion suffisamment intense, suffisamment chaude pour devenir une forme. L'un des raisons pour lesquelles cet astéroïde était investigué, c'est qu'il y avait tout un tas de dépressions circulaires sur cet astéroïde. On le savait déjà, on avait déjà des photos. Et ces dépressions font 100-200 mètres de profondeur. Tout à fait particulier, c'est vraiment parfaitement circulaire. Et on se demandait vraiment comment ça se formait. De plus, certaines ont été
pas observé directement, mais en tout cas, on a vu que certains s'étaient formés entre deux photos. Donc, on a pris une photo, par exemple, je ne sais pas moi, en 2005 et une autre en 2010, et il y avait des trous supplémentaires. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui est encore dynamique, c'est un phénomène encore en cours sur Tchouri. Et la raison dont je vous en parle, c'est parce que c'est un phénomène karstique. Il va falloir un petit peu tordre notre compréhension des phénomènes karstiques pour y arriver, mais vous allez voir, ça ressemble vraiment à le phénomène qu'on appelle des sinkholes, des puits d'effondrement sur Terre. Donc comment ça se passe en fait? Parce que Tchouri est composé de poussière et de glace. Hein, ce n'est pas fait de carbonate. Vous avez ici un schéma qui vous illustre qu'on a donc de la poussière et de la glace. Et quand Tchouri passe près d'éléments un peu plus chauds, peut-être plus à proximité d'un élément un peu plus chaud au fond, on va dire ça comme ça, parce que c'est pas une question de soleil, il ne se rapproche pas plus du soleil. Et bien en fait, on va être dans les conditions requises pour avoir de la sublimation de la glace. Donc la glace passe de l'état cristallisé à l'état gazeux. Et donc ceci crée des cavités. Vous allez en fait avoir ici, on va enlever du matériel non pas par dissolution, mais on va enlever du matériel par sublimation. Mais l'effet est le même, parce que vous avez quand même une petite masse, donc il y a une certaine gravité sur Tchouri. Et donc dès le moment où vous avez des creux qui se forment, eh bien il est possible que cette partie-ci, au-dessus de la cavité, soit attirée par gravité, donc vers le centre de Tchouri. Et donc ce qui crée alors une cavité circulaire, un puits d'effondrement exactement similaire, en tout cas en morphologie, à ce qu'on pourrait trouver sur Terre. Mais la différence ici, c'est que ce n'est pas produit par dissolution des carbonates, c'est produit par sublimation de la glace. Il avait été également observé que quand ce puits se forme, cette dépression se forme, vous avez comme des jets de vapeur, comme ça. Et les gens se demandaient vraiment comment ça pouvait être le cas. Et bien en fait, c'est simplement qu'une fois qu'on a ce sinkhole qui se forme, eh bien, vous allez avoir une partie du gaz en fait qui va pouvoir aussi s'échapper, entraînant des poussières avec lui, ce qui donne comme ça des jets de gaz avec des poussières. Tout à fait extraordinaire. Et maintenant, on va passer un peu de temps sur cette drôle de planète qui n'est pas si bizarre que ça finalement. Et plus on en reçoit des images, des vidéos, des illustrations, plus on se rend compte que ce n'est pas si extraterrestre que ça. Dans le sens où on va, en tant que géologue, on va reconnaître une série de choses qui sont communes sur Terre. C'est Mars. Vous avez ici des photos fantastiques de Mars qui nous arrivent vraiment presque quotidiennement de la NASA. Alors, Mars ressemble finalement beaucoup à la Terre, parce que c'est une planète rocheuse qui est plus petite que la Terre, mais qui est différenciée. Donc elle a subi un stade aussi de fonte totale et a formé un noyau de fer et de nickel. Il y a une croûte sur Mars également, donc le manteau a aussi formé une croûte, mais qui a de grandes variations d'épaisseur. Enfin, maintenant, c'est un peu sur Terre aussi, parce que si vous prenez les variations d'épaisseur entre de la croûte océanique qui vient de se former au niveau de la ride du centre de l'Atlantique, et si vous prenez la croûte qui est au niveau de l'Himalaya, les épaisseurs sont extrêmement différentes, évidemment. Et donc, il y a plein de choses encore qu'on ne comprend pas sur Mars. La croûte est basaltique, donc ça, avec des analyses in situ et aussi par des tests à distance, on arrive à préciser la composition chimique des planètes telluriques. Donc, il faut des estimations. On se dit qu'au moins, la croûte, elle va à certains endroits à 35 km d'épaisseur, parfois à 80 aussi. Donc, il y a des endroits où on a un surépaississement de la croûte par rapport à d'autres zones. Et ça se corrèle aussi avec des endroits où on a forcément, puisque tout ça est à l'équilibre, un surépaississement, donc aussi un relief. Donc voilà ici la carte du relief de Mars. Donc on peut noter des choses vraiment intéressantes là-dessus, c'est que on a toute une zone qui est dans les tons rouge-orange, qui est vraiment surélevée. Par rapport à un niveau zéro un peu arbitraire ici, qui est plus ou moins au milieu, donc c'est tout le jaune, là c'est un niveau zéro arbitraire, donc on va avoir des choses qui sont en négatif et des choses qui sont en positif au-dessus.
Donc on voit toute une zone ici, tout un immense plateau très épais avec dessus des éléments dont on va parler après qui sont des volcans immenses, absolument immenses. Et on a une autre zone dans les tons verts et bleus qui est beaucoup plus basse, donc où la croûte est beaucoup moins épaisse. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il semble avoir une différence d'âge entre ces deux parties-là. Pourquoi? Parce que regardez au niveau du nombre d'impacts de cratères. Hein. Les cratères peuvent vous donner une sorte d'âge. Hein. Si une zone qui est très ancienne s'est fait bombarder depuis longtemps et donc a beaucoup de cratères, et une zone qui est beaucoup plus jeune a eu moins le temps de se faire bombarder, donc a moins de cratères aussi. Donc vous voyez ici, on a toute cette zone ici orangée vers le sud qui est très ancienne. Là, tout ça est surélevé et n'a pas de cratère parce que en fait, ce sont des volcans qui ont donc recouvert les cratères par leur activité volcanique. Et toute cette zone-ci semble beaucoup plus jeune. Et alors, on a aussi des zones intéressantes, comme ça, qui semblent être des très très grandes vallées. Donc, il y a plein d'indices comme ça de choses géomorphologiques à explorer sur Mars. L'intéressant, c'est que ces indices géomorphologiques vont nous donner des contraintes pour comprendre la géologie de Mars à distance. Donc maintenant, je vous propose ici une vidéo de quelques minutes, je crois, sur un des cratères, le cratère de Newcomb, qui a été investigué par l'Agence spatiale européenne en 2018. On va laisser la musique quand même. Que c'est énervant. C'est un beau cratère. Désolé, j'en pouvais plus. Donc on arrive à produire ces modèles-là, des modèles d'élévation 3D par des photos. Hein, donc ce qu'on appelle de la photogrammétrie, en prenant des photos à différents angles. Et bien comme vous voyez les reliefs avec différentes perspectives, on peut donner ça à un ordinateur qui va alors reconstruire le relief. Donc là vous voyez toute une zone ici avec des sables foncés, des sables noirs qui sont issus d'anciens dépôts volcaniques. On appelle ça des placers. On en a sur Terre aussi. À Hawaï, vous avez des plages toutes noires comme ça. On voit des dunes là, qui étaient très bien préservées dedans. J'ai l'impression que mon ordi souffre un peu en fait de lancer à la fois la vidéo avec ma tête et plus cette vidéo de Mars. Je crois que c'est pour ça que ça lag un peu. Vous pourrez la voir probablement de façon plus fluide sur le PowerPoint. Tout ça a pris un tournant différent grâce à des analyses qui ont été réalisées il y a quelques années seulement, et ça continue d'être toujours le cas, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y a plusieurs types de croûtes sur Mars. Donc non seulement l'épaisseur était variable, mais en plus la composition aussi.
Donc on a des basaltes, ça c'est finalement ce qu'on s'attendait à trouver, parce que si vous avez une différenciation planétaire, vous allez avoir un noyau de fer-nickel qui va extraire un manteau. Et donc un manteau, bah, a priori, pour des planètes qui sont si proches dans le système solaire, il sera de composition un peu similaire, hein. La quantité de silice, la quantité de fer, de magnésium qui était disponible quand on a eu l'accrétion de la Terre et de Mars, ben, n'était pas si différente que ça. Donc ça va nous créer des basaltes par la fusion partielle du manteau. D'accord. Sauf que sur Terre, on a des choses tout à fait différentes, notamment c'est ce qu'on appelle la croûte continentale, qui a une composition tout à fait différente, qui est beaucoup plus légère, et qui vient de processus qui sont liés à la tectonique. Et donc ça, a priori, on ne s'attend pas à trouver sur Mars parce qu'on pense que Mars n'est pas une planète qui peut développer de la tectonique. Et là, il y a encore beaucoup d'incertitudes, hein, sur quelle planète arrive à développer de la tectonique. C'est de la géodynamique finalement aussi, c'est assez peu contraint à l'heure actuelle. On pensait avant que c'était simple, c'est qu'une planète veut avoir une certaine masse pour avoir suffisamment d'énergie, de chaleur à dissiper pour lancer le phénomène des courants de convection, etc. A priori, on a du volcanisme sur Mars, donc il y avait des courants de convection qui amenaient du matériel qui fondait par des compressions adiabatiques, mais probablement des courants de convection pas assez puissants que pour découper des plaques qui vont pouvoir bouger. Seulement, il existe des planètes beaucoup plus petites, dont on sait maintenant, qui ont développé aussi une tectonique des plaques qui est très compliquée, avec beaucoup plus de plaques que sur Terre, par exemple. Donc ça veut dire qu'il y a là toute une série de phénomènes qu'on n'a pas encore bien réussi à contraindre, pour comprendre qu'est-ce qui va pouvoir démarrer le phénomène d'avoir une géodynamique vraiment active sur une planète tellurique ou non. Et donc ça a été assez important quand a été révélé il y a quelques années le fait que Mars avait des roches type felsique, donc avec beaucoup moins de fer de magnésium que possible par une simple fusion partielle du manteau, et donc des roches qu'on pourrait qualifier de continentales, en tout cas si on les retrouvait sur Terre. Et donc, pour l'instant, c'est quelques roches qui ont été trouvées comme ça. Donc, c'est vraiment en promenant les instruments de mesure sur Mars, on voit un caillou, on se dit, tiens, il a l'air un peu clair, on va aller envoyer le laser dessus pour essayer d'avoir sa composition. Et donc, on voit les 1 ici, effectivement, il est fort clair, hein. Et la composition de ces roches-là, mais rentre, c'est pas exactement comme les croûtes continentales qu'on va retrouver sur Terre, mais c'est quand même beaucoup plus felsique. Et donc, ça commence à lancer l'hypothèse qu'on a peut-être des croûtes bien distinctes et peut-être des phénomènes tectoniques anciens. En tout cas, on est sûr que c'est ancien parce que actuellement la géodynamique de Mars est arrêtée. Comment on le sait? C'est parce qu'il y a un indice qui est tout à fait externe et peut-être que vous n'allez pas y penser tout de suite, mais il n'y a plus d'atmosphère sur Mars. Et c'est en fait un indice qui n'a plus de tectonique active. Alors, quel est le raisonnement qu'il y a là derrière? C'est que, rappelez-vous, vous avez de la tectonique active sur Terre, donc une géodynamique active sur Terre, parce qu'on a des courants de convection importants, parce qu'il y a une différence de température entre le noyau et la surface. C'est ça qui crée ces mouvements-là qui permettent de lancer la tectonique. Rappelez-vous, chacun de ces courants de convection va en fait avoir pour effet de dissiper la chaleur du noyau. C'est que le noyau progressivement refroidit, donc le noyau progressivement cristallise. Sur Terre, nous avons un champ magnétique qui maintient l'atmosphère. Si nous n'avons pas de champ magnétique, en fait, l'atmosphère, tout le gaz qui est à l'extérieur de la Terre serait balayé par les vents solaires. Ce n'est pas le cas ici parce qu'on a un champ magnétique qui le maintient, qui va pouvoir faire une sorte de bouclier et donc qui empêche les vents solaires de balayer notre atmosphère. Ce champ magnétique, il est produit par le noyau externe qui est liquide. Vous avez un métal liquide qui tourne, qui fait aussi des courants de convection, ça génère un champ magnétique. Dès le moment où le noyau a refroidi, c'est-à-dire que les courants de convection ont réussi à dissiper une bonne partie de la chaleur du noyau, le noyau progressivement cristallise et finit par être totalement cristallisé. Vous avez donc cette grosse boule de métal, d'oxyde de métal, qui est uniquement solide, on n'a plus de noyau externe, et donc plus de noyau externe, plus d'atmosphère, et donc ça veut dire aussi que si on n'a plus de noyau externe qui est liquide, probablement on a dissipé une bonne partie de la chaleur, et donc on a dissipé trop de chaleur que pour avoir de la géodynamique active. CQFD, vous avez de l'atmosphère, et bien probablement c'est un bon indice aussi que vous avez encore pour avoir de la tectonique, et inversement.
Et ce qui est intéressant, c'est que l'histoire de Mars, elle est vraiment dictée par le volcanisme, à un point qui est difficilement imaginable sur Terre. Donc on a un volcanisme intense de type point chaud qui a débuté il y a au moins 3,7 milliards d'années. Donc on avait effectivement des courants de convection, ça c'est clair, puisque c'est des types points chauds, donc on a vraiment de la fonte par décompression adiabatique. Ce matériel fondu va réussir à percer la croûte et à produire des volcans. Comme en tout cas à cet endroit-là, et on est quasiment sûr qu'il n'y a pas eu de mouvement de plaques. Pas de tectonique de plaques nous dit que donc on va accumuler le magma toujours au même endroit. On n'a pas ça sur Terre puisque la plaque elle bouge, donc vous avez le point chaud qui est au même endroit mais la plaque elle bouge, donc vous avez en fait des volcans qui sont alignés comme en chapelet comme ça. Comme vers Hawaï, ça, à peu près. On peut vraiment trouver des alignements comme ça dans le Pacifique, ce qui n'est pas le cas sur Mars. Ça va rester toujours au même endroit. Et tant que le courant de convection qui produit cette décompression adiabatique est en cours, eh bien, on va accumuler du magma, toujours au même endroit pendant des millions d'années, peut-être même des milliards d'années. Donc ça, c'est un indice puissant qui nous dit que s'il y a une sorte de tectonique sur Mars, en tout cas à cet endroit-là, où on a ces grands volcans-là, il n'y avait pas de plaque qui bougeait. Et donc en fait, on va avoir des volcans boucliers comme Hawaï, mais des immenses. C'est d'ailleurs les plus grands volcans de tout le système solaire. C'est sur Mars qu'on les trouve. Vous avez ici un volcan qui a été découvert, un volcan bouclier, mais qui n'arrive pas à être plus haut que le niveau de l'eau. Donc il est vraiment submergé. Il s'appelle le Tamu, il est connu il n'y a pas très longtemps. Vous avez donc le volcan principal du nid d'Hawaï, c'est Mauna Loa. Et vous avez ici un des grands volcans de Mars qui s'appelle le mont Olympe, Olympus Mons. Immense, absolument immense. Donc ce sont ces grands volcans ici qu'on voit ici en blanc avec des élévations là, qui sont vraiment vers le 12-13 km de haut. Par rapport au niveau zéro. Donc si vous prenez par rapport au niveau le plus bas, c'est encore autre chose. Ce qui est encore plus extraordinaire, je trouve, c'est qu'on a des indices que le volcanisme était tellement intense qu'il a créé vraiment une masse qui pendait d'un côté de Mars et qui a forcé Mars à pivoter de son axe de rotation. Comment est-ce qu'on le sait? C'est qu'en fait, il y a des époques géologiques sur Mars, comme sur Terre, c'est pas les mêmes, elles ne sont pas synchrones. Là, on a le Noachien, puis après on a l'Hespérien, l'Amazonien, sur les différentes phases de l'histoire de Mars. Phase géologique, il y avait des phénomènes qui étaient en cours, qui étaient différents. Donc ici, au début de l'histoire de Mars vers le Noachien, c'est le moment où on a un bombardement intense. Souvent, quand des planètes sont formées, là, on a un bombardement intense parce que c'est le moment où elles vont rencontrer la plupart des astéroïdes dans leur cycle. Et une fois que c'est fait, on a rencontré, une fois qu'on a fait 1-2 milliards d'années peut-être, on a rencontré la plupart des astéroïdes qui devraient rencontrer de toute façon la trajectoire. Donc au début de l'histoire, on a beaucoup de bombardements. Et commence à avoir cette différence entre une zone épaisse à l'équateur et une zone beaucoup moins épaisse, moins bombardée, plus jeune probablement, qui va se former aussi vers le nord. Vers le Noachien, l'Hespérien, c'est le moment où on a en fait toujours aussi de l'atmosphère sur Mars. Et donc on a et on va le voir encore après, on a des processus d'érosion et de sédimentation aqueuse sur Mars, puisqu'il y avait des gaz qui vont condenser, qui vont faire des rivières, qui vont faire des lacs, etc., des vallées. Donc on a tous un tas d'indices géomorphologiques. Il y avait effectivement tout un système, on les voit ici, de rivières, etc. Principalement aussi vers l'équateur, où on avait le maximum de précipitations, comme c'est le cas actuellement sur Terre d'ailleurs. Et à ce moment-là a commencé à se former tout ce qu'on appelle ici ce dôme du Tharsis, qui est cet endroit où on avait donc une accumulation de volcanisme extrêmement intense. Et donc il y a eu tellement de masse qui a été produite comme ça. Donc ces volcans-là sont tellement importants que si vous prenez une balle qui tourne et vous lui mettez quelque chose de lourd à un endroit, ça va forcer son axe de rotation à se modifier. Donc cette partie lourde va se retrouver ici, exactement perpendiculaire à l'axe de rotation. Donc c'est ce qui a été forcé. Donc vraiment, il y a eu tellement de volcanisme sur Mars que toute cette zone-là a déstabilisé l'axe de rotation de Mars qui a bifurqué de 20 degrés
pour ici se placer tel qu'actuellement à l'équateur. Et donc c'est pour ça qu'actuellement aussi, on voit que toute cette zone où on a le maximum de précipitations, les réseaux de vallées, ben, sont maintenant inclinés de 20 degrés par rapport à l'équateur. Donc ça, on en a déjà parlé, c'est que l'atmosphère martienne, il y en avait une, mais ensuite elle a été balayée quand le champ magnétique s'est arrêté à cause du fait que le noyau a cristallisé. Donc actuellement, il y a un petit peu de gaz, mais très très peu. Hein. Donc la pression atmosphérique, elle est 160 fois moindre que sur Terre. C'est-à-dire qu'actuellement, comme il y a une très faible pression atmosphérique, eh bien, on ne peut pas avoir de l'eau liquide non plus. Vous avez Mars ici, on le trouve là. Donc si vous faites comme la pression, elle est fixe, ce n'est pas plus de pression atmosphérique que ça. Eh bien, en fonction, si vous faites varier la température, vous allez passer de la glace à la vapeur. On sublime nécessairement sur Mars dans ces conditions-là. Mais à l'époque, il y a des milliards d'années, quand elle avait une atmosphère, eh bien c'était ici, comme vers la Terre, donc on pouvait très bien avoir de la glace, de la vapeur et de l'eau liquide en fonction de la température. Donc c'est ça que je voulais commencer à vous expliquer hein, avec cette image des vallées là, c'est il y a 3 milliards d'années, ben, c'était différent, on avait de l'eau liquide sur Mars. Pourquoi est-ce qu'on avait une atmosphère qui était aussi assez intense? C'est parce qu'on a le volcanisme qui crée beaucoup de gaz, donc le gaz crée une pression atmosphérique et cette pression permet à l'eau qui était présente sur Mars eh bien, de passer du stade glace, liquide ou gazeux. Et donc on va retrouver sur Mars des processus qui sont vraiment très similaires à ceux qu'on va trouver sur Terre. Mais en tout cas, mais ils sont fossiles. Ils sont plus jeunes de 3 milliards d'années, ces processus d'érosion de transport en milieu aqueux. Donc voilà ici des photos. Vous avez là, c'est un ancien dépôt d'un lac. En fait, on voit ici des strates qui sont très très fines. Et si on regarde, on les voit là, si on zoome dessus, bien on voit des petites couches fines. En fait, on a vraiment des dépôts lacustres, type des varves hein, qu'on peut retrouver. Il y a aussi des endroits où on va avoir là plutôt en bordure ou des arrivées de rivières avec des brèches, des conglomérats. On va avoir aussi forcément, on avait différentes gammes de granulométriques qui étaient apportées par les rivières, les fleuves. Donc ça, c'est dans un ancien cratère, en fait, qu'on avait un lac dedans, dans le Gale Crater. Vous voyez ici des zones où on a des très fines laminations, puis là, on a des laminations plus épaisses, donc on avait peut-être aussi des variations en fonction de glissements de terrain qui ont pu se produire. Donc à ce moment-là, une fois qu'on a un glissement de terrain, ben la rivière qui passe par là va pouvoir amener du matériel plus grossier. On a aussi là des laminations entrecroisées, donc on avait des courants qui peuvent varier, peut-être des méandres. Hein. C'est l'hypothèse qui est faite, c'est qu'on avait des méandres nécessairement. On voit là ici, encore dans les dépôts lacustres ici, et là aussi avec des laminations entrecroisées, donc probablement des méandres qui arrivaient en bordure du lac. Et on sait maintenant aussi qu'il y avait même des tsunamis. Hein. Donc il y avait même probablement une sorte d'océan sur Mars, en tout cas une grande accumulation d'eau. Difficile d'employer parfois les mots terrestres pour ce qu'on va retrouver là, mais finalement c'était une sorte de croûte qui ressemble à de la croûte océanique sur Terre, donc on pourrait appeler ça un océan effectivement. Et on va retrouver des éléments, des blocs assez massifs qui sont posés sur des dépôts beaucoup plus fins. Donc là, l'hypothèse qui est faite dans ce papier-là de 2016, c'est que ce sont des blocs qui ont été amenés par des vagues de tsunami. Tout à fait possible, évidemment. Hein. On se trouvait là, donc à la fin de l'Hespérien, on en avait beaucoup d'eau sur Mars. Un glissement de terrain peut tout à fait arriver, ou peut-être même un petit astéroïde qui tombe dans l'océan, créer des tsunamis, donc avec les figures sédimentaires qui vont en découler. Et donc ici aussi, c'est vraiment en analysant la Terre, comprenant la Terre, qu'on arrive à comprendre comme l'histoire de Mars également. Je vais parler ici récemment 2 fois de glissement de terrain, et on sait que s'il y en avait. Hein, il y en avait des petits, il y en avait aussi des très très grands. Il y a aussi plusieurs papiers, je n'ai pas tous mis ici, j'ai mis un qui était bien illustré de 2009, mais on sait qu'il y a des glissements de terrain de différentes natures sur Mars. Donc là, c'est un glissement de terrain qui était formé par des niveaux évaporitiques. Évidemment, si on avait toute une série d'éléments
dont du potassium, hein, dont du sodium, dont du chlore, et qu'on avait de l'eau, ben, on va aussi avoir des endroits où on va de l'évaporation et des évaporites. Donc ce sont tout un tas de roches particulières qui vont aussi se former sur Mars, comme ils peuvent s'en former sur la Terre. Niveau évaporitique, vous savez, ont une tectonique qui est bien particulière, donc ils vont permettre aussi des déstabilisations assez massives. Et donc là, ouais, il y a des preuves qui sont à mon avis pas mal, c'est qu'on a des très 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 grands glissements de terrain qui ont eu lieu dans une zone là, qui s'appelle le plateau de Thomasia. Euh, Initié par un point chaud, donc vous avez un point chaud, donc une remontée de magma qui va donc incliner les couches là, et à cause des niveaux vaporitiques qui vont se laisser aller, on va avoir un cisaillement marqué qui va initier des très très larges glissements de terrain. Et comme je vous disais, il y a des papiers tout à fait récents qui sont sortis il y a quelques semaines, ou ouais, à mon avis, ou 1 ou 2 mois maximum, qui indiquent qu'on a des glissements de terrain qui sont dus aussi à la glace, bien évidemment, mais aussi à du matériel granulaire, donc vraiment déstabilisation de pente, qui peuvent aussi donc créer des mouvements de masse comme ça. Et donc voilà, c'est pas si différent que ça. Voilà ici, ça c'est la dernière image prise par le rover de la NASA qui s'appelait Spirit, donc c'était il y a à peu près tout petit peu plus de 10 ans que cette image a été capturée là. Je l'ai mise ici parce que je trouve que ça rappelle à quel point finalement ça peut être similaire, hein. Vous voyez ici, on voit des niveaux fins, avec des éléments plus grossiers dans lesquels on voit des stries, hein. Ce sont des éléments fins, là probablement lacustres ou alors sur un méandre qui se sont formés avec des niveaux plus fins ici qui ont été amenés par le vent. Donc voilà aussi ici encore une photo plus récente. Là, vous voyez, on a amélioré la qualité avec les nouveaux rovers, mais là vous voyez donc des dunes. Des dunes qui sont un peu différentes en fait parce qu'on continue à avoir du vent sur Mars, mais comme l'atmosphère est beaucoup moindre, ben, il n'a pas la même force et en fait on va avoir des dunes qui sont de formes différentes sur Mars. Mais vous avez ici le vent qui va déplacer donc les éléments probablement de silteux ou sableux et qui va nous montrer ici euh, les roches avec des fractures dedans, etc. Donc vous voyez, on a là toute une série de choses, de phénomènes qui se passent sur Terre et qui se passent aussi sur Mars et qu'on peut comprendre grâce à la géologie. Donc avec ça, eh bien, le cours de géologie est terminé. Merci d'avoir suivi les premières parties en présentiel et presque la deuxième moitié en ligne. Je vous souhaite plein succès pour cette année très particulière. Et donc comme je vous disais en introduction, je vais refaire aussi une vidéo pour vous expliquer, une courte vidéo d'ici 1 ou 2 semaines, quand on aura fait aussi quelques tests pour voir si ça marche bien, pour vous expliquer comment va se dérouler l'évaluation et l'examen. Ce sera forcément fort différent, on ne va pas faire un oral. Euh, j'ai pas envie de faire un oral par Skype et d'avoir à vérifier non plus si quelqu'un se cache en dessous de votre bureau ou pas pour tricher. C'est vraiment pas le genre d'esprit dans lequel je suis. Donc, je vous en parlerai un peu plus longuement dans une prochaine vidéo. En tout cas, maintenant, le cours est terminé. Avant d'uploader ici la vidéo sur YouTube, je vais aussi mettre le syllabus, la version finale du syllabus sur eCampus, qui n'a presque pas changé par rapport à celle que j'avais mis finalement précédemment. Mais si vous voulez la retélécharger, euh, comme ça c'est fait. Voilà, que tout aille bien pour vous et à bientôt.